Pourquoi quand Bill Gates, il y a quelques années, dans une conférence sur le réchauffement climatique, le CO2, tout ça, dit que, si mes souvenirs sont bons, avec la traduction, que bientôt nous serons 9 milliards sur Terre, et que si nous faisons un excellent travail sur tous les systèmes de santé et les nouveaux, nous pouvons penser réduire la population de 10 à 15% mondiale. Je pense que c'est clair. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Je pense qu'avec qui a pour but aussi de rendre les gens stériles, contribuera à un dégrèvement de la population de 10 à 15%. Au moins comme ça. C'était clair ce qu'il a dit. Je pense en fait que les gens, outre qu'ils sont dans le déni, je pense que certains ont compris qu'ils se sont fait avoir, mais sur toute la ligne, qu'ils ont leur 2 doses, qu'ils ne veulent pas faire la 3e, mais ils n'avoueront jamais qu'ils se sont fait avoir, ils n'avoueront jamais tout ça. Donc ils vont continuer à parler dans le même sens, ils vont peut-être pas faire leur 3e dose, je sais pas, mais ils vont pas tomber du côté lumineux de la force, ils vont rester toujours dans le côté obscur de la force, ils vont continuer à avoir ce discours, parce qu'ils sont dans le déni, soit dans le déni, soit parce qu'ils veulent pas avouer qu'ils se sont fait avoir. Voilà, et que ce soit des gens lambda, ou des journalistes, ou des politiques encore moins, ou n'importe qui d'autre. Petit à petit, les gens vont s'éveiller par ce qui se passe en ce moment, depuis quelque temps, depuis des mois, voire 1 ou 2 ans, les gens commencent à s'éveiller un peu. Seulement, le temps que tout se mette en place dans la matière, c'est long. Voilà. Avoir les idées, réfléchir, engendrer un égrégore qui puisse faire changer les choses dans la matière, c'est très long. Alors ça arrivera sans doute, mais on n'est pas encore là, je pense. Je pense qu'on va encore déguster pendant un moment. J'espère simplement que ceux qui ne sont pas pourront continuer à vivre malgré tout. Ils auront toujours leurs aides, par exemple, pour ceux qui sont au chômage, qu'ils auront toujours leur chômage. C'est pas garanti. J'espère que les personnels soignants seront réintégrés, parce que c'est juste pas possible, enfin. C'est juste pas possible de payer des gendarmes et de la police à nous verbaliser en période de crise sanitaire et parallèlement de laisser les personnels soignants démissionner parce qu'ils ne veulent pas se... C'est un truc de fou, ça. C'est un truc de malade. Plein de choses sont mises en place pour freiner le processus, notamment avec la manière de parler déjà. Là, ce qu'on appelle la langue de bois ou les éléments de langage ou la novlangue. Vous savez, cette langue inventée par George Orwell en 1984. Parce que bientôt, on nous empêchera de formuler tout ce qu'on a à formuler, parce qu'on n'aura plus le vocabulaire pour ça. Et si on n'a plus le vocabulaire pour parler, on ne l'a même plus pour penser. Donc, si on déforme tous les mots de la langue française pour faire penser autrement, c'est-à-dire, par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je dis le mot patriote, qu'est-ce que ça évoque pour vous, aujourd'hui? Il y a quelques années, il y a 10, 15 ans, 20 ans, patriote, c'est un mot noble. Ça veut dire on défend sa patrie, on est fier de sa patrie. Aujourd'hui, patriote, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire xénophobe. Si vous êtes patriote, c'est que vous n'aimez pas l'autre. Vous n'aimez que vous n'aimez pas l'autre.
Donc vous êtes xénophobe. Voilà. Beaucoup de monde pense que patriote, ça veut dire xénophobe. Alors que pas du tout. Par exemple, dans le monde du travail, quand on veut vous virer, au lieu de vous dire que vous êtes licencié, on vous dit que vous êtes décruté. Parce que dans décruter, il y a cruter comme dans recruter. La pilule passe mieux. C'est que des petits éléments de langage comme ça qui font qu'à force, on ne sait plus où on en est, quoi. Les hommes et les femmes ne seront plus capables de réfléchir, n'auront plus le langage adapté. Ah, ça prendra des décennies peut-être, mais n'auront plus le vocabulaire pour s'exprimer, par exemple. Tous ces petits détails qui sont savamment pensés, réfléchis et mis en place font partie de ce plan machiavélique dans lequel on évolue tous les jours. Alors bonjour, bonsoir à tous nos auditeurs, salut à toi Clément. Alors, il n'y a rien à redire sur ce que tu as dit, c'est vrai, c'est clair. Il y a de la censure. De la censure vis-à-vis de tous ces grands scientifiques, que ça soit le professeur Raoult, que ça soit Montagnier, que ça soit Henri-Code, que ça soit l'épidémiologiste Toubiana, Fourtillan, qui a été en prison pour les propos qu'il a tenus, qui va dans le sens, dans ce sens qui consiste à dire que l'injection est mauvaise pour le corps. C'est vrai, il y a de la censure. Maintenant, il ne faut pas tomber dans le piège de nos adversaires qui veulent justement qu'on génère par notre prise de parole un état dépressif chez les autres. Non. Nous, on donne de l'information alternative, on donne des solutions. Et d'ailleurs, parmi ces solutions, vous avez le NAC. Qu'est-ce que c'est que le NAC? C'est un complément alimentaire, N-acétylcystéine, qui aide à la détoxification du corps. C'est un complément alimentaire qui produit du glutathion dans le corps. Et ce glutathion est le plus puissant antioxydant du corps. Donc, ça aide à drainer les métaux. Et on pense à l'oxyde de graphène qui est contenu dans ces injections. Et en bodybuilding, c'est un complément qui est utilisé également, puisque les stéroïdes anabolisants impactant le foie, les cures de stéroïdes anabolisants impactant le foie, alors en post-cure, les bodybuilders utilisent des produits type NAC, N-acétylcystéine, puisque c'est puissant et ça aide à détoxifier le foie. Lorsque le foie se retrouve avec des valeurs déstabilisées, des transaminases super élevées, alors le NAC permet de détoxifier l'organisme. Alors vous regarderez, vous tapez NAC, NAC, N-acétylcystéine, et vous verrez. Il faut se voir. Et c'est en se voyant que des solutions apparaîtront aussi. On serait ravis de se voir, puisque la relation à l'autre, on pourrait se prendre dans les bras, voir qu'il y a de la lumière en chacun de nous, qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas séparé systématiquement par des ordinateurs. Et voilà. Et de faire la fête, puisque c'est profondément humain de faire la fête. Et deux, on pourrait discuter de ce que l'on pourrait faire, d'échanger nos coordonnées à la fin, et de garder donc le lien, et de voir ce que l'on pourrait faire. Alors, moi je pense qu'il faut se concentrer donc sur des solutions. Réinfo Covid, qui a été lancé par Louis Fouché, qui organise aussi ce type de rendez-vous. Et plus on saura le faire, et mieux ce sera finalement, puisque c'est comme ça
Mais déjà qu'on aura plus de courage, qu'on se sentira mieux parce qu'on sera ensemble. Hein. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que être divin, être spirituel, être bon, être bien, aller dans le sens du bien, c'est penser à l'autre. Lorsqu'on a compris sur le plan métaphysique que l'autre est soi par la conscience qui nous est commune, alors la vraie paix est de s'investir pour les autres. Et c'est pas autre chose que de s'investir pour les autres. Et être spirituel, c'est penser à l'autre. C'est comme l'ego. L'ego, faut pas le rejeter. Hein. On a tendance à entendre ça dans les milieux spirituels, que l'ego t'as rejeté. Non, l'ego, c'est ce qu'on aime chez les personnes. On aime l'ego. On n'aime pas la conscience de la personne, c'est l'ego qu'on aime. On aime la façon d'être, la personnalité. On aime le musicien qui est enclément. Hein. Donc on aime l'ego et ce qu'il faut, c'est mettre l'ego au service des autres. C'est surtout ça. Et on pense à des personnes comme Étienne Chouard, des personnes qui ont mis leur ego en danger pour le groupe. Hein. Étienne Chouard, celui qui a présenté ses travaux, celui qui a présenté le RIC sur les plateaux de télé, lorsque il y avait les manifestations des Gilets jaunes, donc du prolétariat français, dans la rue. Hein. Donc le RIC, voilà, c'est un magnifique outil, un outil à inscrire dans la Constitution. Donc le RIC, en 2 mots, c'est ça permettrait de voter nos lois et donc de ne plus élire nos maîtres, comme le dit Étienne, et ça permettrait de révoquer les élus. Hein. Et donc, ça n'éliminerait pas la démocratie représentative, il y aurait toujours des représentants avec des compétences, donc, pour que la société se fasse au mieux. Hein. Mais on pourrait virer ces représentants à grands coups de pompe dans le cul. Hein. Donc si tu fais pas ce que t'as dit, mec, hein, si tu penses plus à ton ego qu'au groupe, très bien, on te vire à grands coups de pompe dans le cul. Voilà. Donc le RIC, vous regarderez aussi, hein, pour les gens qui connaissent pas, le RIC. Et toutes ces choses, elles viendront pas en allumant une bougie, et comme le dit Jean-Pierre Petit, à faire comme ça, à méditer. La méditation, oui. La supraconscience, oui. Mais la fin, c'est la paix, évidemment. Et si nous sommes les supraconscients de demain, les supraconscients qui vaincront, qui gagneront contre ces amalicites, alors le travail commence maintenant. Bon, le but, c'est pas de compliquer les choses, donc c'est quand même de simplifier la connaissance. La connaissance doit être simple. Sinon c'est pas de la connaissance. On doit se voir, hein, et on comprend toute la logique des bodhisattvas qui finalement n'ont pas fait moksha parce que ils n'ont pas voulu laisser les gens dans la souffrance dans leur univers et donc les aider. Je pense qu'arriver à ce point de l'histoire, de ce qu'on vit aujourd'hui, qu'il faut revenir aux bases. Il y a quelques questions fondamentales à se poser pour y voir un peu clair sur la pandémie, sur tout ce qui se met en place comme restriction de liberté, enfin tout ce marasme ambiant. Il y a quelques questions. Pourquoi continuer de croire que les emplissent les hôpitaux ? Alors qu'on sait très bien qu'il y a 90% de la population qui est et que seuls les vaccinés ont droit aux soins. Les vaccinés ne peuvent pas rentrer. Alors comment on peut encore dire qu'ils saturent les hôpitaux ? Simple question de logique. Alors la question de l'AREA, c'est une manipulation de plus, puisque la propagande consiste à dire que les personnes qui sont en réa, la majorité donc de ceux qui composent l'AREA sont des non-injectés. C'est faux, puisque les scientifiques disent que les personnes qui sont en réa sont désinjectées.
mais on attribue à la majorité des personnes qui composent l'AREA, on attribue à ces personnes un statut de non injecté, puisque pour certains, ils n'ont pas les 3 doses. Mais c'est fallacieux, puisque les personnes qui composent l'AREA ont déjà fait 2 doses. Alors, c'est fallacieux, et on va pas vous dire, ah ben non, en fait, la réalité, c'est que ceux qui composent l'AREA, ceux qui font soi-disant déborder l'AREA, sont des injectés. Ça, on va pas le dire, puisque ça produirait une prise de conscience. Une prise de conscience qui consiste à penser, donc, que l'injection est nocive, puisque ceux qui sont en réa sont injectés. Mais pourquoi y a-t-il de l'oxyde de graphène dans les injections? Pourquoi ce produit ARN traverse la barrière hémato-encéphalique? On va pas tirer par l'oreille les derniers récalcitrants pour leur dire regardez les scientifiques. S'ils veulent pas regarder les scientifiques et rester dans leur ignorance, donc pris dans cette manipulation, tant pis. Nous, on se concentre sur ce que l'on peut faire à travers les vidéos, à travers les rendez-vous futurs. C'est le réseau qui compte. Le réseau, et c'est comme ça qu'on fera l'unité de demain. Pourquoi les plus grands esprits scientifiques sont attaqués? Je parle du collectif des 3000, qui sont systématiquement attaqués parce qu'ils ne vont pas dans le courant de pensée qu'il faut. Pourquoi sont-ils attaqués à ce point? Pour les mettre out. Il faut absolument les mettre hors d'état de nuire. Pourquoi? Pourquoi? Quels sont les enjeux? Pourquoi c'est si important de les faire taire? Pourquoi, depuis tout ce temps, il n'y a jamais eu aucun débat entre des scientifiques qui sont pro et des scientifiques qui sont contre? Ils ont tous théoriquement leurs arguments. Enfin, moi je sais que ceux qui sont contre ont des arguments irréfutables, prouvés, sourcés, comme Christian Perron par exemple, et qu'en face c'est pas sûr. C'est peut-être donc pour ça qu'il n'y a pas de débat. Donc si c'est pour cette raison-là, il y a vraiment un souci, parce qu'on se dit tout ça c'est du vent. Ils prennent des décisions comme ça, sans argument, sans valeur scientifique. Pourquoi il n'y a pas ce putain de débat? S'il avait été, depuis le début, on n'en serait pas là. Les gens seraient renseignés quant à tout ça, les effets indésirables et tout ça. Donc je ne comprends pas pourquoi tous ceux qui œuvrent avec une logique implacable, étayée par des arguments scientifiques, sont absolument combattus par l'idéologie de la pensée unique. Quel est le but si on empêche les gens de savoir? Pourquoi on les empêche de savoir? C'est simple. Pourquoi dès que la question de l'ARN messager qui engendre la transcriptase inverse est abordée, pourquoi on lui coupe la parole et on ne la laisse pas finir de s'exprimer sur ça particulièrement? Parce que c'est bien ça le problème. C'est l'ARN messager qui déclenche la transcriptase inverse par l'action des rétrovirus qu'on a dans le corps ou par les nanoparticules. C'est de ça qu'on devrait parler, pas de tout le reste. Et apporter des arguments contre ou pour. Alors moi je veux bien être neutre, mais à un moment donné, pour que je sois convaincu, il faut m'apporter des arguments, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ce n'est jamais fait. Donc tout le monde pense à ce qu'il a envie de penser, tout le monde va se renseigner où il peut. Donc le but, c'est de garder ce marasme ambiant, de garder les gens dans l'incompréhension, de manière à ce qu'ils ne puissent plus réfléchir par eux-mêmes et qu'ils aillent directement se faire... Parce qu'ils en ont marre, ils n'ont plus envie de réfléchir, ils font confiance en fait.
Et depuis quand les gens qui génèrent des milliards d'euros en ont quelque chose à foutre de notre vie? Depuis quand ça? C'est nouveau? Alors croire que les élites veulent notre bien, je pense que c'est être très naïf. Vraiment. Après, on peut extrapoler sur un plan eugéniste ou pas. On peut extrapoler sur plein de trucs. Rien que ces 3 questions, ces 4 questions, auxquelles on pourra apporter une réponse ferme et définitive, pourraient faire comprendre la chose. Mais elles ne sont jamais posées. Pourquoi? Merci Omar pour ton intervention qui est brillante comme d'habitude. Vous avez compris mes amis que dans cette chaîne, nous allons parler de plusieurs thèmes. Avec Omar, on va aborder plutôt la sociologie. Tout ce qui est notre vie du moment par exemple. Comment tout ça s'articule dans le monde. Enfin, on va vous exposer nos points de vue. Parce que je pense que la spiritualité, la haute métaphysique, il faut que tout ça s'articule dans nos vies, sinon on ne voit pas trop l'intérêt, quoi. Parce qu'on est incarné, on vit une expérience incarnée, il faut que ça se passe du mieux possible. Et pour que ça se passe du mieux possible, il faut comprendre un peu les tenants et les aboutissants. Donc voilà. Omar, ça sera la sociologie. Avec Alexandra Galindo, ça sera la spiritualité. Et avec Franck Hatem, la haute métaphysique. Donc on a de quoi faire. C'est pas exclu que, au beau jour, peut-être, on essaie de se retrouver un peu les uns les autres. Je sais pas comment on pourrait articuler ça. On va voir. Alors dans cette capsule, vous avez pu remarquer que c'était pas très optimiste. On a parlé de tout, des tracas du moment. On a exprimé notre point de vue. Alors pour finir, si on touche un peu plus humoristique, je vais vous laisser en compagnie de Marcel, le barman du bar au prix Nobel, à Biental. Bon les gars, le confinement, vous en pensez quoi? Confinement? Tu regardes un peu ce qu'on en pense, nous. T'as l'impression qu'on est confinés, nous? On s'autorise avec l'autorisation à jouer au boule et à venir de longue chez toi pour l'apéro. Ah, le confinement, moi je connais très bien. Hein. Une fois, on a confiné quelqu'un dans le coffre de la R12 pendant 2 jours. Et je peux t'affirmer que ça guérit de la délationnite aiguë. Après, si tu veux vraiment éradiquer cette maladie, il n'y a qu'une chose qui marche à tous les coups. C'est le pruneau sauce 1143, comme à la Libération. Nous, pendant les événements en 62, on se confinait à la maison pour rester vivant. Les fait la gale contre leur mère, passer dans les rues et tirer sur les Français. Et là, je peux te dire que ce putain de Covid à côté tue personne. Alors détendez-vous, la France. Hein. Entre les scientifiques qui disent que le confinement ne sert absolument à rien et les journalistes qui disent carrément le contraire, les gens ne savent plus à qui se fier, en fait. Mais quand tu achètes une voiture, tu te fies au boniment de celui qui te la vend ou tu regardes le contrôle technique? Ben, le contrôle technique. Pourquoi tu dis que les gens ne savent plus à qui se fier? Beaucoup le savent, mais ils ne se fient pas au bon. Parce que c'est le cas, mon ami. Les gens ne sont pas forcément imbéciles, mais on leur retourne le cerveau avec la télé, alors ils ne comprennent plus rien. Alors, ils n'ont qu'à l'éteindre, c'est pas plus compliqué. Et sûrement, ils n'ont qu'à aller se promener dans le maquis avec les chèvres et les moutons, comme ça ils seront bien entre eux.